Pendant la presse, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je m'occuperai soit d'interrompre Mika, soit de les poser à la fin. On aura du temps à la fin pour débriefer, se poser des questions, etc. Yes. Ça. Ok. Mais bienvenue à tous. J'espère que tout le monde est bienvenu. Hop, je reviens. Tout le monde est bienvenu pour le webinaire sur VS Code et les extensions. Donc, on n'est pas très nombreux, mais ça va permettre justement de prendre le temps et de pouvoir bien expliquer à tout le monde, répondre aux questions. On va faire ça à la bonne franquette. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a Guillaume qui est dans le chat, qui notera les questions et qui, le cas échéant, du coup, m'interrompra si c'est nécessaire de répondre rapidement. Et sinon, on relira les questions à la fin. Moi, je ne vais pas forcément regarder le chat pour me concentrer sur ce que je fais, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on avisera. On avait mis 1 heure pour le webinar. On tiendra bien les délais. On fera peut-être même un peu plus court si jamais tout se passe bien et qu'on n'a pas de soucis. Et puis comme ça nous laissera plus de temps pour ceux qui auraient des questions. On va commencer? C'est bon? Allons-y. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de VS Code, donc Visual Studio Code, et surtout, je ne vais pas vous parler forcément de l'IDE en lui-même et de tout ce qu'il est possible de faire avec, mais des extensions et de l'ajout de fonctionnalités que vous pouvez ajouter vous-même à votre IDE. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Michael Ferry, je suis coach cloud et DevOps chez SOAT depuis 3 ans maintenant. Il y a mon Twitter, il y a mon LinkedIn, c'est pas très très important, mais voilà, vous pouvez me retrouver. Je parle de dev, de DevOps et avec une teinte un petit peu Microsoft. Aujourd'hui, on ne va pas du tout se concentrer sur Microsoft, on va parler de l'IDE en lui-même et on va même parler de TypeScript. Ok. Donc l'agenda d'aujourd'hui, ça va être de refaire une toute petite présentation de Visual Studio Code, VS Code ou juste Code comme on peut l'entendre. On va passer rapidement, hein. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà l'IDE, que vous l'avez déjà installé, mais c'est toujours bien de faire un tout petit rappel. Ensuite, on va parler des extensions. Qu'est-ce que c'est qu'une extension et comment on les retrouve dans l'IDE et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et ce qui nous amène aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Extension Generator. Donc, comment on va pouvoir créer nous-mêmes des extensions, faire un projet d'extension pour doper son IDE. Ensuite, on parlera plus en mode démo de la partie description et API. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une extension? Ça veut dire décrire un certain nombre d'informations, les commandes qu'elle va pouvoir exécuter, un petit peu le README, etc. Et puis les API, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire, le SDK un petit peu des extensions, tout ce qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir ajouter comme fonctionnalité à notre extension. On abordera tout à la fin la partie publication, c'est-à-dire qu'on crée notre extension, c'est notre projet en local. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va le distribuer à nos collègues les plus proches ou au sein de notre équipe ou carrément sur le marketplace. Et enfin, on fera un petit bilan de ce que l'on a vu dans la présentation pour faire un petit rappel juste avant la session de questions. Ça vous va? Ça nous va, Mika. Parfait. Donc Visual Studio Code, comme je vous disais, on va faire un tout petit historique sur Visual Studio Code. Déjà, le logo, là, on voit que c'est la nouvelle version. Il y a eu plusieurs versions. C'est un IDE qui est assez récent, mais qui vit assez vite. Si on prend la définition telle qu'elle était fournie par Microsoft, donc qui est l'éditeur de cette IDE, Microsoft a annoncé que c'était un éditeur de code source léger. Donc, à l'instar de son grand frère Visual Studio, l'objectif c'était de faire un éditeur qui soit pour les petits projets, qui remplace les gros éditeurs pour des projets type web ou des projets de scripting, etc. On va voir qu'avec les extensions, on peut aller un peu plus loin. C'est un éditeur de code source, mais c'est également un environnement de développement. Donc, on va pouvoir
débugger des applications et avoir toutes les fonctionnalités d'un vrai IDE. Point important qui fait son succès, il est gratuit et il est open source. Donc, gratuit parce qu'il est open source ou open source parce qu'il est gratuit. En fait, gratuit, vous pouvez l'installer quand vous voulez. Vous pouvez même avoir les versions un petit peu bêta si vous voulez vous lancer là-dedans. Et open source, en fait, Microsoft a créé cette IDE en se disant il n'y a aucune raison qu'on fasse de l'argent dessus. L'objectif, c'est qu'il soit le plus compatible avec les outils Azure ou autres pour pouvoir embarquer les gens, mais surtout, c'est pour voir que les gens puissent faire confiance à cette IDE. Il est open source, donc vous pouvez voir la roadmap des fonctionnalités à venir, voire même proposer des pull requests de debug, des pull requests des issues pour demander des nouvelles fonctionnalités. Et surtout, ce qui fait son succès, c'est qu'il est cross-platform. Donc, que vous soyez sur Linux, sur macOS ou sur Windows, vous pouvez installer le même IDE. On va voir que pour les extensions, c'est pas tout à fait pareil, mais vous pouvez créer des extensions spécifiques sur certains IDE, sur certains OS, mais vous pouvez aussi créer des extensions qui soient compatibles avec tous les OS. Voilà pour le rappel de Visual Studio Code. Les fonctionnalités les plus connues, c'est l'IntelliSense, le debug et le source control, notamment Git, qui sont nativement intégrés quand vous installez Visual Studio Code avant même d'installer des extensions. Donc c'est un IDE classique mais puissant assez nativement. Passons maintenant à la partie qui nous amène aujourd'hui, les extensions. Donc les extensions, qu'est-ce que c'est? L'IDE VS Code, c'est un IDE léger, mais en fait, on va pouvoir ajouter des sortes de plugins. On va pouvoir étendre, d'où le nom extension, notre IDE en lui rajoutant les fonctionnalités qui sont spécifiques à nos besoins. On va pouvoir ajouter des extensions pour gérer les langages tels que Python, pour pouvoir gérer C++, voire même des frameworks spécifiques tels que .NET ou Java. Donc, nativement, l'IDE gère uniquement TypeScript, JavaScript et Node.js, mais il y a un énorme écosystème d'extensions pour C++, Java, Python, PHP, Go, etc., qui vont vous permettre de transformer votre IDE en fait en un IDE un petit peu custom et qui ne soit pas trop lourd parce qu'il installe toutes les fonctionnalités, ni trop léger parce qu'il n'est pas extensible. Donc, les extensions, comment ça se manifeste dans VS Code? Dans VS Code, vous allez avoir une extension view, donc une vue d'extension, qui va vous permettre de faire de la recherche d'extensions. Si vous êtes dans un projet, ça va vous proposer des extensions en fonction des langages ou du framework sur lequel vous travaillez, mais ça va vous permettre également de faire des recherches d'extensions un petit peu custom, ou les extensions qui seraient les vôtres que vous avez mis sur le marketplace. Vous allez également pouvoir faire de l'inspection pour toutes les extensions qui sont installées ou avant même de les installer, vous allez pouvoir voir le changelog s'il a été fourni par l'éditeur. Les commandes, donc les commandes, ce sont toutes les fonctionnalités que propose une extension, etc. etc. Vous allez pouvoir, avant d'installer une extension ou de la mettre à jour, voir un petit peu ce qu'elle vous propose. Et vous allez pouvoir faire une gestion plus globale des extensions avec l'installation des extensions, le reload. Certaines extensions nécessitent de se recharger une fois qu'elles sont mises à jour, ou l'update. Vous allez pouvoir du coup faire un auto-update de vos extensions, voire installer des extensions dans une version précédente si vous savez qu'il y a une extension qui est buggée à partir d'une certaine version. Comment ça se manifeste? Je vais lancer Visual Studio Code. Hop. Ici, je vais partager. Alors. Share. Est-ce que si je partage, je n'arrive pas à voir screen 2, screen 1 Est-ce que vous voyez le... Là, on voit VS Code.
Voilà, très bien. Parfait. Donc, il y a VS Code. Et ici, vous allez avoir un certain nombre d'informations, de menus, et vous allez avoir un bouton extension. Donc, dans les extensions, on va voir, si on clique, la liste des extensions qui sont installées. Mais je vais pouvoir enlever ce filtre-là et voir toutes les extensions disponibles. Donc, je vais voir toutes les extensions qui sont activées. Je vais avoir les extensions qui sont activées parce que je suis dans un type de projet ou parce qu'elles sont activées globalement. Je vais avoir les extensions recommandées en fonction de mon contexte. Là, par exemple, je suis dans un projet d'extension, donc il va me dire, tiens, tu devrais peut-être installer l'équivalent de Notepad++, ou NPM, etc., etc. Et je vais pouvoir chercher des extensions autres. Si je prends par exemple la première extension qui est ici, je vais pouvoir voir du coup le détail, donc les informations que l'éditeur a déclarées. Donc là, c'est le fichier README avec les fonctionnalités. Feature Contributions, ce sont les settings, comment je vais pouvoir customiser mon extension, et les commandes qui sont disponibles. Ces commandes étant celles qui sont utilisées par votre extension, mais qui pourront être appelées par d'autres extensions, puisqu'il y a une interopérabilité entre les extensions. Et enfin, le changelog, si jamais l'éditeur le fournit. Vous allez voir aussi le nombre de téléchargements, les notes, éventuellement le repository. Si votre extension est en open source, vous allez pouvoir dire voilà où est le repository et vous allez pouvoir désinstaller, réinstaller, désactiver pour un contexte particulier. Bref, vous voyez un petit peu comment installer et mettre à jour des extensions. On revient sur PowerPoint et on va passer à l'extension generator. L'extension generator, on a un petit problème sur le slide, c'est pas grave. L'extension generator, c'est un outil qui s'appelle Yeoman, qui nous permet en fait c'est un moteur qui va nous permettre de gérer des générateurs. Concrètement, quand vous faites un Find New Project dans un éditeur, vous allez avoir le moteur qui va vous faire un nouveau projet, puis vous allez avoir des templates de projet. Là, on va avoir le moteur qui est Yeoman, et on va avoir des générateurs. Spécifiquement, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le générateur d'extension VS Code. Donc, pour bénéficier de Yeoman et de l'extension generator, on va devoir installer Node.js sur sa machine si ce n'est pas déjà fait. On va devoir installer, en faisant un npm install-g pour global, Yo qui est le raccourci de Yeoman, et le générateur associé, générateur-code, qui a été créé par Microsoft. En installant le moteur et le générateur, vous allez avoir la possibilité, en ligne de commande, de créer des nouvelles extensions. Pour créer des nouvelles extensions, vous tapez la ligne de commande yo code. On va le faire ensemble. On voit mon terminal. On va dire que oui, sinon, criez dans le chat. Ouais, c'est bon. OK. Donc, yo pour dire je lance l'outil de scaffolding, le moteur, et je vais dire tu vas lancer le générateur d'extension VS Code. Donc, quand je lance cette commande, je vais me retrouver dans une sorte de formulaire en ligne de commande. On va lui laisser un tout petit peu de temps. Là, il me dit justement « Welcome to the Visual Studio Code Extension Generator ». Donc là, vous voyez, c'est un générateur en ligne de commande d'extensions. Donc, on va pouvoir créer des extensions en TypeScript, des extensions en JavaScript. Casse l'image de fond, oui, c'est avec Terminal, l'application Terminal, on peut changer un petit peu. On va pouvoir créer des extensions en TypeScript, en JavaScript, mais on va pouvoir créer des sortes d'extensions qui sont en fait des code snippets, des extension packs, voire même des thèmes pour VS Code. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est une nouvelle extension en TypeScript. TypeScript ou JavaScript, c'est vous qui décidez. Moi, je viens de langage un peu plus fortement typé, donc je préfère TypeScript. Je vais cliquer sur Entrée. Là, il me dit, OK, tu veux une nouvelle extension TypeScript, il faut que tu commences par lui donner un petit nom. On va l'appeler My First Extension, parce qu'on est très original. Hop. My First Extension. Là, il va me demander l'identifiant de mon extension. L'identifiant, par défaut, il me propose le même. C'est l'ID unique de votre extension qui va vous permettre de le gérer quand vous allez le publier sur le marketplace, voire même en ligne de commande, pouvoir mettre à jour votre extension
la désinstaller, etc., etc. Donc là, nous, on va utiliser le même ID. Il va nous demander une petite description. On va mettre une description assez simple puisqu'on va la modifier plus tard. This is my first extension. Il me demande si j'initialise un repository Git. Forcément, quand vous faites un nouveau projet, en général, vous avez fait le repo et puis vous créez votre code dedans. Mais là, il vous propose, si vous ne l'avez pas fait en amont, de créer le repository, notamment si vous êtes sur du Git. Là, ce n'est pas très utile pour moi dans le cas de la démo, mais à vous de voir. Pareil pour le package manager, npm ou yarn. Je n'ai pas de paroisse, je vais rester sur npm. Et là, on le laisse, il va créer notre projet. Donc là, on voit qu'il nous a déjà créé un certain nombre de fichiers qui sont les fichiers de base d'un projet de type extension. Donc on va avoir extension.json, launch.json, etc., etc. Et puis, comme c'est du npm, forcément, il nous ramène la terre entière. Donc on va le laisser tourner un petit peu. Là, on voit effectivement qu'il travaille. C'est pas très long, hein, ça prend 30 secondes. Ça dépend un peu de votre réseau, ça dépend de la machine. En fait, il fait le npm install, il crée les projets, puis il fait le npm install la première fois pour qu'on puisse rapidement commencer à travailler. Donc, on voit qu'il nous a rajouté 238 packages quand même, puisque les packages sous l'indépendance, de 178 contributeurs. Et il a même audité 534, qui sont les sous-dépendances, je suppose, en 37 secondes, zéro vulnérabilité. Très bien. Maintenant, j'ai créé mon projet, c'est bien. J'ai mon code source, c'est bien. Mais comment je vais le manipuler? Comment je vais le modifier? Là aussi, dans la ligne de commande, dans le formulaire, il me dit, tiens, en fait, tu devrais aller dans ton dossier My First Extension que je viens de créer pour toi, et puis tu peux lancer code. Donc, c'est comme si j'ouvrais VS Code et que j'allais lui dire, ouvre le dossier dans lequel je suis. Alors, moi, je vais tricher un petit peu. Je vais faire code, et je vais lui dire le dossier My First Extension. Et comme j'ai envie de réutiliser le VS Code dans lequel j'étais, j'ai pas envie qu'il crée une nouvelle instance, je lui fais -r, il fait un reuse de l'instance de VS Code, la dernière que j'ai utilisée. OK, non save, c'est très bien. Voilà, donc on voit qu'il réutilise cette instance-là et il va lancer VS Code dans le contexte de mon projet. Donc on voit effectivement tous les fichiers et sous-dossiers qui ont été créés. Parmi ces fichiers-là, en fait, on va avoir 2-3 fichiers qui sont très importants. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants du tout, c'est qu'en fait, ils vont être automatiquement générés et on n'a pas besoin de les modifier pour rajouter de l'intelligence dès les premières minutes de notre projet. Donc, on va avoir le fichier package.json. Le fichier package.json, c'est celui qui va décrire l'identité de votre extension. C'est celui que VS Code va comprendre. C'est celui que le marketplace va comprendre, va lire pour proposer un certain nombre de métadatas et d'informations à l'utilisateur qui voudrait installer votre extension. Donc, elle a un nom, un display name, parce que dans le display name, je pourrais avoir un nom qui soit un peu plus explicite, un peu plus lisible, et puis une description. C'est là que je vois la description qui a été générée par le formulaire. Je pourrais mettre une définition, une description un petit peu plus longue. Sa version, là, on est en 0.0.1 par défaut. C'est à vous de le mettre à jour. C'est vraiment le fichier manifeste de votre extension. Donc, à chaque fois que vous allez faire du bug fix, vous allez modifier probablement la partie minor, patch, version, etc. pour aboutir à une version 1.0 et puis éventuellement 2.0, etc. Vous allez avoir une sous-partie dans le fichier, dans le manifeste, la partie engines. VS Code qui définit en fait la version minimum de VS Code avec laquelle votre extension est compatible. Quand vous allez créer une extension, vous allez utiliser un certain nombre d'API. Vous allez utiliser un SDK, des fonctionnalités. Certaines fonctionnalités sont peut-être apparues à un moment du cycle de vie de VS Code lui-même et n'étaient pas disponibles avant. Donc, vous allez dire, mon extension, si elle utilise ce SDK, elle doit utiliser une instance de VS Code minimum. Là, par exemple, on fait la 1.44. Si j'essaie d'installer cette extension sur ma machine qui est en 1.42, par exemple, ça me dira qu'elle est incompatible. Donc, à vous de voir la rétrocompatibilité que vous avez par rapport à VS Code. La catégorie
Ça, c'est vous qui définissez un petit peu les tags qui vont vous permettre d'être retrouvés dans le marketplace. Et la partie un peu plus technique qui commence à nous intéresser, c'est Activation Events. Parmi les commandes que vous allez, parmi les fonctionnalités que vous allez pouvoir fournir à votre extension, que votre extension va pouvoir fournir à VS Code, il va falloir que votre extension soit activée. Elle peut être activée par une commande spécifique, l'utilisateur tape un code spécifique, elle va être utilisée par une autre extension, par exemple, ou elle va être utilisée parce que elle va être activée parce que vous êtes dans un contexte. Concrètement, là, moi je dis, je vais avoir une commande spécifique qui s'appelle Hello World. L'utilisateur explicitement va dire, je lance la commande Hello World depuis une fenêtre qu'on va voir juste après. Je pourrais très bien dire, mon extension est disponible et active dès que l'utilisateur se retrouve dans un fichier JSON, par exemple, ou YAML, si votre extension permet de faire l'IntelliSense ou l'extension de fonctionnalités dans les fichiers YAML. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs extensions, plusieurs activation events. Vous pouvez combiner un petit peu tout ça. Nous, pour l'instant, on va juste faire un Hello World, donc ça nous suffit largement. Le fichier main, très bien. Et contributes. Contributes, c'est la partie qu'on a vue tout à l'heure quand on était ici, qu'on regardait une extension et qu'on voyait les features contribution. C'est toutes les commandes qui sont disponibles. Le contrat que vous avez avec VS Code. Donc là, je dis, je vais avoir des commandes, et parmi celles-ci, je vais avoir une commande myfirstextension.helloworld qui a un petit titre Hello World. On va voir le titre, en fait, c'est la façon simple d'afficher la commande dans l'éditeur. Mais elle pourrait être appelée par une autre extension directement par son petit nom. Et ensuite, on a un certain nombre de scripts définis qui vont être les scripts quand on va faire du packaging, du pré-publishing, du publishing, du test, etc. de notre extension. Pour l'instant, on va les laisser telles quelles. On va aussi avoir les dev dependencies qui sont les dépendances donc, pour que votre projet fonctionne. Là, par exemple, je dis qu'il faut minimum VS Code 1.44 aussi. Très bien. Donc, je reviens ici. J'ai mon fichier package.json qui dit « Ok, je vais avoir une commande qui s'appelle Hello World ». Très bien. Ma commande Hello World, elle a ce petit nom-là. Il va bien falloir que je lui donne du code, que j'explique sa logique. Et pour ça, je vais aller dans le fichier SRC, dans le dossier SRC. Et là, je vais avoir un fichier extension.ts, qui est le fichier par défaut, le point d'entrée de votre extension, de sa logique. Donc, on va voir que quand notre extension est activée, on va déjà avoir en fait une console log qui va nous dire c'est bien, ton extension est active. On le verra tout à l'heure quand on va débugger. Mais surtout, je vais déclarer un certain nombre de commandes. Il se trouve que là, j'en déclare qu'une, et je vais déclarer la commande Hello World. Et je vais lui dire, cette commande-là, elle a ce code, cette méthode. Cette commande, donc quand mon utilisateur va lancer la commande Hello World, j'ai ce code-là, ce point d'arrêt, qui va se déclencher et qui va utiliser les premières API la première API du SDK de VS Code, qui va dire affiche-moi une fenêtre de dialogue, une pop-up en bas à droite qui me dit c'est bien, Hello World. Concrètement, j'ai une commande Hello World qui, une fois activée, déclenchée, active ce code-là et le réactivera à chaque fois. Et je dis en une ligne de commande, affiche-moi une pop-up. C'est bien, on a une extension qui fait ça. On va voir maintenant comment on teste cette extension. On a créé notre extension, vous me croyez sur parole, ce qui c'est bien, c'est la tester. Je pourrais la compiler, la packager, la publier, la tester. Microsoft, via VS Code, a fourni en fait un outil de debug. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le code de mon extension, si j'appuie sur F5, je vais automatiquement passer en debug de mon extension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va lancer une autre instance de Visual Studio Code dans laquelle mon extension sera installée et dans laquelle je vais pouvoir la tester. Donc, je vais lancer F5. Là, je vois que j'ai un menu avec des boutons de debug, donc je vais pouvoir faire pause, un reload de mon contexte, voire même arrêter. Donc, ce que je vais faire,
c'est que je vais me mettre dans une vue partagée entre les deux. Donc là, il est en train de runner mon extension. Il va me lancer une autre instance. Et j'ai mon extension ici. OK, hop, hop. Vous voyez bien les deux extensions côte à côte? On va dire que oui. Ouais, on les voit. OK, donc là, il a installé mon extension. Enfin, en tout cas, il a essayé. Si on regarde bien ici en bas, il m'a mis un petit message d'erreur. Il me dit, tiens, tu as une version de VS Code qui est la version 1.43.2. Ton extension requiert 1.44. Ce n'est pas compatible. OK, je recommence. Du coup, je retourne dans le fichier package.json que je vous montrais tout à l'heure et je vais dire je suis compatible à partir de 1.43.2. Je pourrais peut-être remonter même encore avant, mais ce n'est pas nécessaire. Et je vais faire un restart. Je n'ai pas besoin de fermer cette instance. Il va recréer l'instance, changer son contexte et réinstaller mon application, mon extension. Donc là, je reload. Hop, justement, il me dit, tiens, tu as une nouvelle version de VS Code. Justement, je ne veux pas. Et donc, j'ai mon extension qui est préinstallée, enfin, qui est installée. Comment je vais vérifier ça? En fait, je vais pouvoir montrer toutes les commandes. Pour ça, je peux faire CTRL-SHIFT-P ou F1 si vous êtes sur un clavier Windows. Je vais même d'ailleurs juste faire parmi les commandes, hop, toggle screencast. Comme ça, vous allez voir le CTRL-SHIFT-P. Et là, je vais avoir toutes les commandes proposées par toutes les extensions. C'est bien, mais moi, mon extension, elle m'a créé une commande Hello World. Vous voyez qu'elle est proposée. Alors moi, je l'ai déjà fait dans un test, donc c'est Recently Used, sinon vous verrez New. Et donc, je vais avoir une nouvelle commande Hello World que je vais pouvoir lancer de cette manière. Ça pourrait être générer des fichiers ou créer un nouveau projet ou autre. C'est à vous de voir un petit peu la logique qu'il y a derrière. Mais vous voyez qu'en appuyant juste sur CTRL-SHIFT-P ou F1 et en tapant le début de votre commande, vous allez pouvoir lancer la commande de votre extension. Donc, je vais cliquer dessus et j'ai un fail. Alors, j'ai déjà une extension installée qui s'appelle My First Extension, donc je vais avoir un petit souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller mon extension. Je ne trouve pas. Ok, bah, je vais juste le changer un nom. On va l'appeler My Second Extension. J'ai refait le test juste avant, hein, désolé. Forcément, du coup, ça a un petit effet de bord. Ok, je modifie. Je fais F5. Ah oui, mais je vais avoir le même souci. Il dit qu'il essaie d'activer mon extension. C'est ça. Ok, alors on va enlever ça. Comment se fait-il que je ne la vois pas dans mes extensions? Désolé, petit effet démo. Hop. Voilà. Je désinstalle. OK. Et je recommence. En fait, là, j'ai le nom de mon extension, le nom de sa commande, effectivement, du coup, qui était le même que déclaré dans une autre extension. Donc forcément, il y avait un conflit entre les deux. Hop. C'est ça, trop répété. J'ai répété juste avant et petit effet. OK. Hello World. Et là, je vois bien, du coup, mon message qui est issu comme source de ma première My First Extension. Vous voyez bien, c'est le display name que j'ai modifié en mettant des espaces. OK, j'ai ma première extension qui tourne en fait et qui me permet en fait d'activer une pop-up. C'est bien, ça ne permet pas de faire grand chose.
en fait, on pourrait se dire que les extensions, elles rajoutent beaucoup plus de fonctionnalités. Mais en fait, on peut faire des extensions assez simples avec ça, hein. Si je prends un exemple, j'ai créé une extension qui me sert en fait de pense-bête. Donc, j'ai un pense-bête dynamique. Concrètement, moi, j'arrive jamais à me rappeler comment je fais pour créer une nouvelle branche en Git tout en restant sur la branche sur laquelle je suis, etc. etc. Et en fait, j'ai fait un Git CLI Explorer, une extension qui, en fait, est une extension qui, via juste des listes déroulantes, me permet de dire tiens, je veux ajouter une nouvelle branche et rester sur la branche courante. Je vais avoir une pop-up me disant tiens, j'ai ta branche. Pour créer ta branche, il faut que tu fasses git branch new name. Okay, on voit qu'en fait, on peut commencer à créer de l'intelligence et vraiment rajouter de la fonctionnalité à notre IDE assez simplement. Donc, si je reprends ma pop-up, on voit que elle est un peu survitaminée par rapport à ce que je vous ai montré. Concrètement, j'ai du texte, c'est bien, mais j'ai surtout un bouton copy qui me permet de le rajouter dans le presse-papier et un bouton details qui me permet d'avoir une vue HTML un peu plus détaillée. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute en fait la liste déroulante qu'on a vue et le bouton copy. Comme ça, on voit que c'est vraiment assez simple, même quand on n'y connaît rien en TypeScript. Pour ça, c'est assez simple. On va toujours pas fermer cette fenêtre. On va juste rester ici. Hop. Et on va dire, j'ai toujours mon extension Hello World. On va lui donner un petit nom un peu plus sexy. On va lui dire find command. Et puis on va même VSCE, donc Visual Studio Code Extension. On va chercher une commande spécifique pour VS Code. On va lui laisser son ID, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est la logique qui est dedans. Donc pour ça, je vais aller dans mon fichier extension.ts. Je vais me mettre en plus grand. Hop. Et je vais devoir rajouter du coup un peu plus d'intelligence. Pour cela, je vais avoir besoin d'une liste déroulante. Une liste déroulante, dedans, je vais avoir plusieurs choix. Donc d'abord, je vais créer une classe qui s'appelle choix. Hop, je triche un peu avec les snippets. Vous voyez, j'ai créé une classe choice qui a un certain nombre d'informations. Alors, en vrai, j'ai besoin juste de la value, qui est le display name qu'on va avoir dans la liste déroulante, et puis le label, la commande associée. OK. Alors, pour tous ceux qui font du craft et qui voient ma classe déclarée en bourrin dans extension.ts, bien sûr, quand vous regardez, enfin, quand vous faites vos projets, vous mettez ça dans des fichiers à part, vous faites un peu plus propre. Là, ça permet de rester dans le même fichier et de voir ça un peu plus clean. Je vais même d'ailleurs aller un peu plus loin. Et puis, je vais rajouter une liste de choix. Donc, j'ai une classe de type choix, et puis j'ai un tableau, un array, qui dit, tiens, comment j'écris une extension? Tu fais YoCode. Comment je package une extension? VSCE package. Pour publier, c'est VSCE publish. OK, j'ai toute cette liste. Maintenant, la question, c'est comment j'affiche ça à mon utilisateur quand il va taper find VSCE commande. Actuellement, quand je fais find VSCE commande, ça me fait un display direct. Et je vais devoir passer par une méthode intermédiaire qui va afficher la liste déroulante. Donc pour ça, je vais rajouter une méthode. Une fonction asynchrone qui s'appellera selectQuickPick. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tous les labels de mon array, donc create, package et publish, et elle va afficher une liste déroulante, donc vscode.window.showQuickPick, ça affiche la liste déroulante avec tous ces labels-là. Et ça va me retourner en résultat le label sur lequel j'ai cliqué. Par rapport à ce label, je vais pouvoir retrouver dans la liste de mes choix l'objet de type choice qui correspondait à ce label. Voilà le code qui vous permet du coup d'avoir une liste déroulante et de pouvoir récupérer l'élément sélectionné. OK, donc là j'ai ma méthode, je vais devoir l'utiliser ici. D'accord? Donc, let choice, wait, puisque ma méthode est asynchrone, elle s'appelle selectQuickPick, et je vais le caster en choice.
Parce qu'en fait, c'est une promise qui pourrait être undefined. Bon, là, je vais caster un petit peu fortement. On voit que ma méthode asynchrone, je ne peux pas l'appeler directement puisque ma commande ne l'est pas. Donc, je vais rajouter un mot-clé async à ma commande qui lui permet d'être asynchrone et du coup d'appeler des méthodes asynchrones dedans. Là, je vais avoir ma liste déroulante, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici le résultat. Je vais afficher la commande associée à l'élément que j'ai sélectionné. Là, par exemple, je vois que je vais afficher usage et la propriété value de mon choix. OK, si je relance ça, je n'ai toujours pas fermé mon instance, je vais faire un restart. Je vais du coup avoir mon extension qui est réinstallée. Et du coup, maintenant, je vais avoir une commande find VSIE commande. Si je clique dessus, on va lui laisser un petit peu de temps. Première installation, il l'installe, il l'active. C'est toujours un petit peu long. Après, c'est bien plus rapide. Et là, il me montre bien ma liste déroulante avec les labels. Donc, j'ai un Create, Package ou Publish. Je vais cliquer sur Create. Et là, je vois bien, j'ai un Usage, YoCode, qui correspond effectivement à la value que j'avais ici. Si je fais Package, je vais bien avoir VSE Package, etc., etc. À vous de voir combien vous mettez d'infos dans vos listes déroulantes, comme si vous chaînez les listes déroulantes, etc., etc. Donc là, j'ai mon usage, c'est bien, mais en fait, pour mon pense-pad dynamique, je suis obligé d'aller cliquer là-dessus, puis après, de faire une sélection un petit peu comme ça, un copier-coller, c'est un petit peu compliqué. Si je proposais un bouton copy, copy to the clipboard, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Donc pour ça, je vais je vais pouvoir étendre la méthode showInformationMessage. Pour cela, en fait, je vais pouvoir lui rajouter des items. Là, vous voyez, en fait, vous lui passez une liste de strings qui sont en fait les items, les boutons qui vont être associés. Donc, moi, je vais afficher un certain nombre d'informations. Je vais d'abord créer un tableau avec un seul bouton, copie. Je pourrais en avoir plusieurs, mais là, j'ai un bouton copie qui, une fois qu'un des boutons est sélectionné, va déclencher cette méthode. La méthode qui prend, du coup, recevra un paramètre l'objet sélectionné. Moi, j'en ai qu'un, c'est assez simple. Mais si vous aviez plusieurs boutons, vous devriez choisir le bon. Et dedans, je vais lui dire, une fois que ton bouton est cliqué, ce que tu fais, c'est que tu vas utiliser l'API vscode.of.clipboard et tu vas faire un write text. Je pourrais faire un read text, je pourrais faire un petit peu ce que je veux. Et je vais dire, tu vas utiliser la valeur chase.value. Tu le mets dans le presse-papier, puis tu remets une pop-up disant, confirmant que la commande a bien été copiée dans le presse-papier. D'accord? On teste ça. On reload. Donc, find VSE commande. Il est en train d'activer mon extension. Je vais lui demander de packager. J'ai bien usage VSE package et j'ai mon nouveau bouton copie. Si je clique sur copie, j'ai ma pop-up me disant ta commande a bien été copiée. Et si je fais un CTRL-V ici, je vois bien que j'ai ma commande VSE package qui a été mise dans le presse-papier. Donc, vous voyez, on a créé en fait en quelques minutes un pense-pad dynamique. À vous de voir un petit peu comment vous allez étendre vos extensions, comment vous allez étendre votre IDE, mais vous pouvez aller très très loin. Si je reprends l'exemple de mes pense-pads dynamiques, j'en ai un pour Git, j'en ai un pour .NET, mais si je fais par exemple pour Git find the command, je vais ajouter une nouvelle branche et rester. J'ai un bouton Details, et le bouton Details, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche une fenêtre, si je clique dessus, une fenêtre au format HTML, à vous de la construire dynamiquement, qui dit si je veux ajouter une nouvelle branche, rester dedans, j'ai l'usage, etc. Et si je
cherche d'autres commandes, par exemple, comment je commit les track files, hop, automatiquement, je vais avoir cette fenêtre qui change. Et si je l'avais de côté, c'est la seule qui changerait par rapport à mon code. Donc, à vous de voir après comment vous étendez ça. Mais vous voyez que c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de développement et encore moins des compétences spécifiques à JavaScript ou TypeScript très, très poussées. On a mis un tout petit peu de code, mais finalement, on voit qu'on appelle vraiment des méthodes assez simples. Ce qui est le plus compliqué, c'est les promises, etc. Mais ce n'est pas très, très compliqué en soi. Donc voilà pour créer notre extension. On a créé notre extension, mais elle fonctionne que dans cette instance qui est démarrée dynamiquement. Je ne peux même pas, si je suis ici dans mon extension, dans le code de mon extension, je ne peux pas retrouver ma commande VSCE find command. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas installée. Donc maintenant, on va voir comment on va installer, packager d'abord, installer, voire publier une extension. Hop, on va fermer ceci et on va revenir sur les slides. Donc, pour la démo, on a bien créé l'extension, mis à jour les informations, on a débugué, on a transformé en pense-bête dynamique. Il nous reste la partie publication. Pour la publication, là, on va utiliser la CLI, donc la Command Line Interface, la ligne de commande spécifique à VS Code. On a vu qu'on avait installé une ligne de commande spécifique Yo pour Yeoman. Maintenant, quand on va vouloir faire du packaging VS Code, on va pouvoir faire du npm package ou on va pouvoir utiliser la ligne de commande VSCE qui, elle, va permettre de faire et du packaging et de la publication, voire même de l'installation en ligne de commande, la désinstallation, la mise à jour, etc. Donc, on commence par faire un npm install-g VSCE, à vous de voir si vous mettez en global ou pas. Et ensuite, pour faire du packaging, on l'a vu dans le pense-bête dynamique, on va faire VSCE package. Tout bête. Pour ça, il faut juste bien penser à avoir préparé le fichier README. Je m'explique. Vous avez un fichier README qui contient toutes les informations déclaratives de votre extension. Microsoft, ou en tout cas l'équipe qui crée les extensions, sait très bien que les gens peuvent oublier de faire ça. Donc, vous avez un warning. Si vous essayez de faire un VSCE package actuellement dans notre code, ça va vous dire, mais attends, ton README, tu ne l'as pas modifié. Ce qui est plutôt sympa. Donc, à vous de bien penser à le modifier en amont. Et surtout, vous allez probablement le modifier en ajoutant les changelogs. Vous allez du coup le mettre à jour régulièrement. Ça fait partie des tâches que vous mettez ou dans un pipeline DevOps automatisé ou alors que vous modifiez à la main. Donc là, ça va nous permettre de créer un fichier package qu'on va avoir sur notre machine. On va pouvoir choisir de le distribuer de deux manières. Ou on le distribue via le marketplace en faisant un VSCE publish. Donc là, on va se connecter au marketplace VS Code public, comme NuGet ou NPM. On va déposer ça va déposer automatiquement notre fichier de package et ça va le proposer aux utilisateurs. Vous pouvez aussi vous dire que vous ne voulez pas que votre extension soit publiée publiquement. Vous allez la publier de manière restreinte ou juste à vous-même. Vous allez garder votre package pour pouvoir l'installer manuellement ou vous allez le partager via un store interne à votre équipe, à votre entreprise. À vous de voir, mais sachez que pour le mettre sur le marketplace, c'est VSCE Publish, c'est assez simple. Pour faire un VSCE Publish, évidemment, il faut créer un compte publisher, se connecter avec VSCE Login, etc. On ne va pas voir tout ça dans cette démo, mais vous avez compris le principe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. On va packager notre application. Donc, je peux le faire depuis le terminal ici ou je vais pouvoir le faire depuis mon terminal qui était ici. Hop. Clear. Ok, pas grave. On va faire un cd my first extension et je suis dans le dossier de mon extension. Donc, je suis dans le dossier de mon extension. Comme je vous le disais, je vais pouvoir faire un VSCE package. Si je fais le VSCE package, actuellement, je vais avoir l'erreur dont je vous parlais. Il va dire déjà, en fait, il te manque un publisher name. Donc, on va se retrouver, on va revenir dans VS Code et puis on va ouvrir notre fichier. Donc, package.json, on va devoir rajouter une entrée
Publisher, vous le rajoutez un petit peu où vous voulez. Publisher, c'est l'identifiant que vous avez. Moi, je vais mettre mferry, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. Bien évidemment, il sera vérifié, l'identité sera vérifiée quand vous allez publier sur le marketplace. Donc là, moi, je vais mettre mferry, simplement, puisque je vais l'utiliser qu'en local. Et de toute façon, c'est mon identité sur le store. Donc, je vais recommencer ici. Hop, je vais créer, on va rester ici, ce sera plus simple. Et je vais faire un VSCE package. Comme je vous disais, je vais avoir l'erreur du... alors, la première erreur, il me dit, tiens, en fait, tu es en version 1.43.2 sur ta machine. Normalement, j'ai dit, je suis compatible avec 1.43.2, mais en fait, je lui ai dit dans ses dépendances, le projet en lui-même, qu'il lui fallait 1.44. Donc forcément, il n'arrivera pas à compiler notre application. Donc là, je suis complètement compatible avec la version 1.43.2. Je refais mon VSE package. Il va lancer la commande npm run vscode prepublish qu'on voyait ici, qui fait npm run compile. Vous aurez pu le faire vous-même. Donc on va laisser tourner. Et attention, spoiler, il va me dire que le README n'est pas changé. Make sure to edit the readme.md file before you package or publish your extension. Là, il me dit, tiens, sur ton Hello World, tu as oublié de faire quelque chose. Tu as oublié de mettre à jour ton fichier README. Ah, y est, j'ai ma première extension. Très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir refaire mon package. Et npm run compile, tsc-p. Alors, hop, on va tricher. J'ai l'impression qu'il n'a pas aimé. On va faire un truc de bourrin, on va tout modifier et on va relancer. En fait, je ne sais pas exactement, il faudrait que j'aille regarder dans le code source d'ailleurs de VS Code, sur quels paramètres du fichier il vérifie qu'on a modifié ou pas le fichier. En vrai, de toute façon, on va, à chaque fois qu'on va faire une extension, on va complètement modifier notre fichier README. Donc, on se retrouve rarement dans ce cas-là. Là, il me dit, tiens, il te manque un champ repository. Et effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir un champ repository qui nous permet d'ajouter un lien automatique vers le repo du code. Il se trouve que moi, j'en ai pas. On va dire que mon extension, elle n'est pas open source. Donc, est-ce que je continue sans repository? Oui. OK, parfait. Il m'a dit, done, package, je t'ai créé un fichier VSIX. Ceux qui sont habitués à Visual Studio savent en fait que ce sont les fichiers qui ont cette extension sont les fichiers déclarant des extensions. Donc, c'est bien, j'ai mon package, je peux le mettre sur le marketplace, je peux le mettre dans un store, et concrètement, comment je vais l'installer? Comment je vais dire à mes utilisateurs de l'installer? Pour cela, rien de plus simple, on va le fournir aux utilisateurs et on va dire, ici, vous cliquez sur les 3 petits points, More Actions, et vous allez pouvoir installer depuis un fichier VSIX. Donc, je vais installer depuis le fichier VSIX qui est là. Hop. Repo, je l'ai appelé comment? My First Extension. Et j'ai bien ma version 0.0.1. Completed installing the extension. C'est bien, mon extension est installée. Donc, si je cherche ici, je vais avoir My First Extension. Et si je clique dessus, je vais bien voir en fait un certain nombre d'informations qui correspondent à mes commandes. Mon VSCE find command et son petit nom, My First Extension Hello World, qui serait du coup déclenché manuellement par l'utilisateur ou qui pourrait être appelé par une autre extension. Si on prend l'exemple des applications Azure, en fait, elles nécessitent toutes d'installer une dépendance, une autre extension qui, elle, va juste faire la connexion. Donc, en fait, vous avez une extension qui va en appeler une autre pour un certain nombre de fonctionnalités. À vous de voir comment vous faites des dépendances aux autres extensions. Si jamais vous faites des dépendances aux autres extensions, je vous conseille quelque chose, c'est ici, dans la partie Activate, donc la première fois que votre extension va être installée, avant même de déclencher le code de la commande, c'est de faire de la vérification ici de l'installation des dépendances.
vérifier que les autres extensions, voire que NPM ou tout autre outil dont vous avez besoin est installé et le cas échéant, afficher une pop-up disant « Tiens, tu as installé cette extension, mais tu aurais peut-être dû installer ça d'abord, reviens quand tu l'auras installé. » Donc là, on a vu, si on revient ici, on a vu, si on fait le bilan, un certain nombre de commandes qui nous permettent de créer une extension par nous-mêmes. Les choses à se rappeler, c'est que pour créer une extension, on fait YoCode. Voilà, ça nous crée le formulaire. Vous pourriez faire le projet vous-même à la main en rajoutant tous les fichiers, mais vous faites YoCode et ça va vous donner ce formulaire qui va vous bootstrapper votre projet. Ensuite, vous allez mettre à jour les informations. C'est peut-être la première chose que vous allez devoir faire quand vous allez créer une extension. Notamment le fichier README, puisque c'est celui qui va être affiché dans la vue ou sur le marketplace, si jamais vous êtes sur le marketplace. Et vous allez modifier aussi le fichier package.json. Dedans, vous allez définir donc son nom, son display name, le publisher, les commandes associées, etc. etc. C'est vraiment l'objet, le fichier qui va beaucoup changer en plus de la logique. C'est vraiment le contrat de votre extension. Pour débugger, rien de plus simple, F5 ou Run directement. Pour transformer en Postman dynamique, on a juste eu à modifier le fichier extension.ts. On a vu qu'on pouvait du coup très rapidement appeler d'autres API du SDK VS Code Extension. Et enfin, pour publier, on a juste à utiliser la CLI VSCE, à faire un package et à l'installer en local, ou à faire un VSE publish si jamais on voulait publier sur le marketplace de Microsoft. Est-ce que vous avez des questions? Alors, dans le chat, il n'y a pas eu de questions. J'ai endormi tout le monde ou j'étais très clair? Tu as été super clair. Qu'est-ce qu'on fait? On active les micros peut-être si, Activer les micros, ce sera bien plus ouais, simple. parce qu'on n'est pas très nombreux. Voilà, donc là, normalement, ceux qui ont envie, vous pouvez, je pense à Cédric par exemple, tu peux activer ton micro. Oui, merci. Bonjour, merci, c'était super. J'ai juste une petite question. Pour faire une fenêtre comme tu as dans l'extension que tu nous as montrée avec les commandes Git, Oui, je vais montrer rapidement, ce sera très simple. Alors, hop. Je vais vous montrer le code source en fait, de l'extension Git. Ce sera plus simple. Hop. Je ne suis pas sur la bonne fenêtre. OK. Donc c'est le Git Explorer VSCE. J'ai la même pour .NET Core. Je suis en train de travailler sur une pour Azure. Donc là, je vais aller dans extension.ts. Et en fait, dans mon code, forcément, comme je vous le disais, je l'ai un peu découpé. Hein, donc j'ai du multi-step, quick pick, etc. Ce qui est important, c'est surtout la partie output. Donc output, c'est là que je vais avoir toutes les façons d'afficher. Donc je vais faire un show usage qui va faire le show information message. Et j'ai un show WebView. Le show WebView, peut-être faire en un fait, peu zoom. Ouais, je vais zoomer. Le show WebView. Nickel. Alors, bah, c'est bien, on va utiliser la navigation interne de GitHub. Le show WebView, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle les panels. Quand vous êtes dans VS Code, vous pouvez mettre plusieurs fenêtres côte à côte, les unes sur les autres, et ça s'appelle des panels. En fait, vous allez pouvoir récupérer en fait, le panel courant. Donc, pour récupérer le panel courant, en fait, vous allez récupérer depuis le extension context, vscode.extension context, et vous allez récupérer le panel. Et depuis ce panel, en fait, vous allez utiliser la commande reveal. Reveal, c'est je vais afficher du contenu dans ce panneau. S'il n'existe pas, je vais le créer. Là, par exemple, je n'ai pas de current panel, enfin, j'ai un current panel, j'affiche une nouvelle fenêtre à droite. Sinon, je fais un vscode.window create web view panel qui va s'appeler Git Explorer, enfin qui va avoir un ID Git Explorer, qui va avoir comme titre Git Explorer, qui va être de type view colon true, ça veut dire que ça va le mettre à droite.
Je vais avoir un certain nombre d'informations en plus. Je vais pouvoir dire j'active les scripts ou pas. Et surtout, en fait, je vais pouvoir lui donner du code source associé. Pour ça, je vais faire current.panel.webview.html et je vais lui donner en fait le code source brut HTML. Il se trouve que moi, je le construis via une méthode getWebViewContent, mais vous pourriez afficher tout le HTML que vous voulez. Vous pouvez afficher un lien externe. Pour cela, vous devez bien penser à faire le enable script, voire même du cross-domain, etc. Mais vous pouvez créer le HTML, vous, à la main. Ça répond à la question? Oui, oui, super, merci. Parfait. Là, on voit dessous que je vais chercher le fichier local. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que parmi vous, certains avaient déjà fait des extensions? Ou on utilise beaucoup? Ou envisage peut-être d'en créer maintenant? Oui, pour moi, oui. Ok. Vous envisagez de créer des extensions publiques, des extensions plutôt privées pour votre usage juste à vous, à l'équipe? Pour l'instant, plutôt pour un usage interne à mon équipe, mais pourquoi pas la rendre publique après. Parfait. On verra. Bon, ben si j'ai pu vous éclairer un petit peu, c'est parfait. Oui, super. Parfait. Du coup, Guillaume, je crois que tu vas mettre du coup dans le... Ça fait beaucoup du coup, désolé. Tu vas mettre dans le chat le formulaire de satisfaction. N'hésitez pas à être critique sur ce qui pourrait être mieux fait dans ces webinars, globalement, puisqu'on va en animer plusieurs, et spécifiquement sur ce sujet-là et sur mon sujet à moi. On va en faire toutes les semaines. Je crois qu'il y en a déjà 2 nouveaux prévus la semaine prochaine. Arrête-moi si je dis une bêtise, Guillaume. Non, c'est ça. On essaie d'en faire 2, un plutôt technique comme celui-là, et puis un plutôt sur des sujets agilité. Donc toutes les semaines, on essaie d'en faire 2. Et la semaine prochaine, je crois que c'est encore toi, Mika? Oui, moi j'en anime un sur GitHub Actions. On va découvrir ce que c'est que le Continuous Deployment et Continuous Integration avec GitHub Actions. Et il y en a un peu plus agile, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Pour retrouver, en fait, alors on ne va pas forcément fournir les slides parce que vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si vous voulez retrouver un petit peu le détail et le discours que j'ai pu avoir dans cette présentation, si vous allez sur le blog de SWAT, il y a déjà un premier article de blog qui est sorti il y a une semaine ou 2 sur la création des extensions. Je vais en publier un demain, si tout se passe bien, qui parlera justement de créer la deuxième partie de la présentation, créer le pense-pet dynamique, la cheat sheet dynamique. Et donc voilà, ça vous permettra normalement de retrouver tous vos petits. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les poser directement via Twitter ou par mail. Et voilà. On peut aussi regarder le code de tes extensions sur ton GitHub, là, comme tu nous as montré. Tout à fait. Je vous ai mis dans le chat un questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez nous faire 2-3 feedbacks, ça serait cool pour qu'on améliore. On s'améliore. Et puis, je vous ai mis le lien vers l'article dont vient de parler Mika. Et puis, vous retrouverez sur GitHub le code source de ces extensions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut... Parfait, on a tenu le timing à peu près. Ouais. Parfait, merci à vous. Et puis bonne fin de journée, bon confinement. Merci Mika.